Un académicien des lettres, c'est ce que vous êtes avant tout. Votre parcours universitaire est long. Les sciences du langage, vous maîtrisez leur tréfonds comme votre poche. Après avoir franchi plusieurs étapes de l'académie entre 1985 et 2010, votre nom est inscrit au registre des professeurs titulaires d'Afrique. Votre pédigré nous indique que vous avez commencé à l'université de Libreville avant de percer tous les mystères de l'université Lumière de Lyon en France. À partir de 2009, vous intégrez le cercle des conseillers du président de la République. Un an plus tard, il en fera même de vous un conseiller spécial avec vos fonctions de directeur de cabinet de la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Après un bail d'une année au département éducation, formation, recherche de la présidence de la République, vous faites votre entrée au gouvernement en 2019 en tant que ministre de l'Éducation nationale. En 2020, d'autres charges sont ajoutées à votre département, notamment l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, le transfert de technologie et la formation civique, comme pour vous confier la gestion de beaucoup de chantiers pas toujours évidents. Des chantiers pas toujours évidents, donnant à ce département la réputation d'un miroir aux alouettes. Quelle gouvernance pour assurer l'éducation et la formation des jeunes Gabonais? Voici Face à vous avec Patrick Mougama Daouda. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Bonsoir Monsieur le ministre et bienvenue. Bonsoir. Marielle, bonsoir. Bonsoir Aimé Manix, bonsoir Monsieur le ministre. On dit souvent à l'école qu'il est très difficile et pas très évident de passer à la suite du premier de la classe. Est-ce que vous connaissez cette allégorie par hasard, Monsieur le ministre? Bien évidemment. Au programme, d'abord, les questions d'infrastructure suivront celles liées aux réformes. Pour finir, l'insécurité à l'intérieur et aux abords des établissements. Vous réagirez aux nombreuses questions de vos compatriotes posées de visu ou encore via nos réseaux sociaux. Ce sera la première partie. En seconde partie, ce sera donc réservé au face-à-face avec un invité surprise qui est déjà ici quelque part dans l'une de nos pièces. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur le ministre? Je suis prêt. Marielle aussi est prête? Toujours Aimé Manix. Allez, c'est parti, face à vous. Avant votre entrée au gouvernement, vous présidiez, sinon pilotiez, la task force sur l'éducation avec de très belles recommandations à la fin. Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui reflète exactement ce que vous aviez proposé, Monsieur le ministre? Oui, mais peut-être rappeler déjà le contexte. La task force a été initiée par le président de la République pour favoriser et réfléchir aux conditions de la mise en œuvre de l'adéquation formation-emploi, en sachant qu'il y a eu en 2010 les États généraux, il y a eu d'autres assises, notamment précisément le Forum adéquation-emploi et puis le rapport McKinsey. Toutes ces assises ont mis en évidence les problèmes de notre système éducatif. Il s'agissait donc de réfléchir à la mise en œuvre des recommandations de ces assises et surtout avec une thématique précise, l'adéquation formation-emploi, les conditions de sa mise en œuvre. Monsieur le ministre, en termes d'infrastructure, après la task force en 2018, combien d'écoles ont été construites? Alors, il y a eu... c'est difficile de répondre comme ça parce que la task force a eu lieu vers le mois de septembre 2018. Le budget avait déjà été mis en place, donc il fallait attendre l'exercice suivant. C'est à partir de 2019 qu'il faut éventuellement évaluer la mise en œuvre de la task forne. Cela dit, l'année dernière, nous avons mis à disposition, dans un contexte particulier, il ne faut pas faire comme si le Covid n'existait pas. Dans un contexte particulier, nous avons proposé plus de 200 salles de classe. Et nous avions déjà prêt pour l'année prochaine plus de 300 salles de classe. Et le programme continue avec à l'horizon, sur les financements extérieurs, notamment le PIS, près de 500 salles de classe qui vont être livrées dans 3 ans pour une vingtaine d'établissements. Et sur les financements directs également, il y a des projets qui ont permis de mettre à disposition avec notamment le lycée de Bikele, le lycée agricole de Libamba, des salles de classe à disposition. Monsieur le ministre, vous parlez un peu pour le futur. On regrette, mais aujourd'hui, les élèves, ceux qui se plaignent, ce sont les premiers à vivre la réalité. Non, mais ça c'est fait. Le lycée agricole est mis à disposition de Libamba. Oui, mais le lycée de Bikele est mis à disposition, ce n'est pas pour le futur. C'est déjà mis à disposition. Ça, c'est exact. Mais par rapport au règlement donc, du déficit de tablement, c'est vrai que vous avez une politique qui est mise en place, mais par rapport aux effectifs pléthoriques, est-ce qu'à l'heure actuelle,
vous pouvez situer à court, moyen et long terme, est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce problème? Il y a deux choses. S'il y a un domaine sur lequel on peut faire un bilan plus ou moins satisfaisant, c'est celui des tablements. Depuis 2 ans, il y a près de 140 000 tablements. Ce n'était pas pour résoudre les effectifs pléthoriques? Non, mais il y a près de 140 000 tablements qui ont été mis à disposition. Ça, ce sont les tablements, je réponds à la première partie de la question. Concernant les effectifs pléthoriques, il faut d'abord qu'on s'accorde sur les chiffres. Nous avons un ratio de 70% d'élèves par classe au secondaire, un ratio d'à peu près 40% d'élèves au primaire. Donc, il faut bien situer les choses. Ça dépend des zones où on se situe. Je parle de ratio, justement. Oui. Donc, il y a des zones où on a 30, il y a des zones où on a plus de 60. C'est important de préciser. Je parle de la moyenne. Donc, je parle de la moyenne. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, et j'en profite pour dire que nous avons fermé l'année dernière et les 2 années précédentes près de 200 écoles primaires. Donc, il faut situer les choses, les circonscrire pour bien fixer les esprits. Cela dit, nous avons un programme qui a commencé et qui devrait nous permettre dans 3 ans à abaisser ces chiffres et passer pour le secondaire de 70% de ratio à 45% et les années d'après à 30-35% et pour le primaire pour arriver à des ratios de 35%. Comment nous allons nous y prendre? On aimerait bien savoir. Il y a déjà la construction des nouveaux établissements qui a commencé. Cette année, nous allons recevoir le 5 juin des établissements qui sont construits dans le cadre du programme d'investissement dans le secteur éducation. Combien, monsieur le ministre? Nous allons recevoir l'école primaire de Bizango. Il y en a 5 en tout cas. Il y en a 5. Il y a Bizango, il y a Kournam, il y a des extensions, il y a des constructions. 5, et à la rentrée, monsieur le ministre, si on prend le plan d'accélération de la transformation qui est sur 3 ans, est-ce qu'on en aura 15 en 2023? Et à la rentrée prochaine, nous en aurons encore 5. Donc 15 en 2023. C'est tout à fait... déjà à la rentrée, pour l'ensemble du territoire national. Nous aurons plus que ça, puisque nous commençons par l'estuaire. Nous avons commencé par le Grand Libreville, avec la zone sud qui était sous tension démographique, au Vendo, et puis maintenant la zone nord, si vous voyez, vous allez au niveau d'Avorbam, au niveau d'Alibandeng pour le nord-est, vous allez voir que ça bouge. Et puis dans le sud, encore une fois, au Vendo, nous avons déjà nous allons recevoir des établissements le 5 juin. À votre avis, il faut combien d'années pour pouvoir résoudre le problème des effectifs pléthoriques? Combien de temps, à votre avis? En 3-4 ans. Mais attention, il y a les constructions dans l'enseignement général, mais il y a aussi les constructions dans l'enseignement, c'est important, dans l'enseignement technique et professionnel. Oui. Et puis, il y a l'orientation. Parce que pourquoi il y a des sureffectifs? On va y arriver, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Mais c'est lié. Vous anticipiez. C'est lié. S'il y a des effectifs pléthoriques dans l'enseignement général, c'est parce qu'il y a un problème d'orientation. Et la mise à disposition des centres de formation professionnelle, qui sont les campus intégrés, permet également, il y a 3000 places déjà, il y en aura un peu plus, permet également, par un jeu de vases communicants, de régler la question des effectifs dans les établissements secondaires. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que finalement vous appréhendez particulièrement l'éducation nationale par hasard? Est-ce que vous dites que, tiens, finalement, c'est un très gros chantier? Mais c'est passionnant. C'est seulement passionnant. C'est passionnant. Le président de la République m'a confié cette tâche sous la direction du Premier ministre. Et je la fais avec enthousiasme, avec dévouement, avec passion. Mais encore, monsieur le ministre, vous avez plusieurs autres prérogatives. L'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'éducation nationale, le transfert de technologie. Est-ce que finalement, ce n'est pas trop lourd? Est-ce que ce n'est pas une veste trop large pour vos épaules? Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais j'ose penser aussi que vous tenez compte du fait que l'éducation se résout de manière holistique. La question des effectifs ou de l'orientation dans le supérieur se résout d'abord par l'orientation dans le secondaire. Et c'est vous qui avez les bonnes capacités pour pouvoir résoudre. Ça, je ne sais pas. C'est le président de la République, le Premier ministre qui m'ont choisi, parmi tant d'autres, sur la base de critères qu'ils ont estimés être pertinents pour le faire. Donc ce n'est pas un miroir aux alouettes? Moi, je le fais avec passion, tant que je serai là, avec détermination. D'accord. Venons-en au deuxième axe de notre échange, monsieur le ministre. Alors, vous mettez en exécution beaucoup de réformes, aussi bien sur les questions des bourses que sur les orientations des apprenants.
et même sur le déroulement des cours. Quels sont vos critères, vous, aujourd'hui, pour pouvoir être boursier aussi bien au secondaire qu'au supérieur? Ce ne sont pas mes critères. Les critères du ministre? Non, ce ne sont pas les critères du ministre. Ce sont des critères qui sont déterminés sur la base de textes. Nous avions un texte, c'est le décret 404, qui devrait normalement ne plus être appliqué, puisque en 2019, il y a eu le décret 79 et le décret 119 qui devraient être appliqués en lieu et place du décret 404. Et qu'est-ce qui prévoit ces décrets? Le décret 79 est celui dont on a beaucoup parlé, qui imposait la bourse à 18 ans avec 12 de moyenne. Donc ça n'a pas pu être mis en œuvre parce que les conditions étaient un peu difficiles. Et de facto, on utilise encore le 404 qui donne la bourse à tout le monde pour autant qu'on ait le bac. Donc c'est ce décret-là qui est utilisé jusqu'à présent. Lors du dernier Conseil des ministres, un nouveau décret a été pris qui va être effectif pour la prochaine rentrée et qui va repréciser un peu les choses en faisant un peu plus de place au mérite, en accordant de la place aux personnes vivant et handicap, aux sportifs de haut niveau et aux étudiants qui feront sport-études. Est-ce que la limite d'âge a été revue, la moyenne également? La limite d'âge a été revue dans la mesure où, pour les élèves qui auront le bac dans l'enseignement général, il s'agira de 22 ans et 10 de moyenne en classe. Dans l'enseignement technique et professionnel, 24 ans et 27 ans pour les étudiants vivant avec un handicap. Mais comment encourager, Monsieur le ministre, cet élève qui décroche son bac à 23 ans dans l'enseignement général et qui souhaiterait poursuivre des études supérieures s'il est d'emblée exclu alors, il faut déjà se dire quelque chose. Il faut distinguer la bourse de l'orientation. Et c'est parce qu'on n'a pas suffisamment fait ça qu'on arrive à ce taux d'échec à l'université. Quelqu'un qui a le bac à 23 ans, et ce n'est pas pour le stigmatiser, il ne doit pas profiter de la bourse. C'est pas ce que je dis. Il a 4 ans ou 5 années de retard. Ce n'est pas la meilleure manière pour lui d'aller éventuellement à l'université pour suivre encore une formation générale. Vous avez vraiment envie de toucher la question de l'orientation, mais on va y arriver, monsieur le ministre. Mais c'est lié, la réponse est liée. Donc, il convient de lui donner le maximum de chances pour qu'il suive une formation professionnelle. Et c'est dans les textes. La loi d'orientation, dans ses articles 94, 95, 96, précise que les élèves, c'est la loi d'orientation de l'éducation, de la formation et de la recherche, qui dit que les élèves qui ont un âge avancé doivent être orientés vers la formation professionnelle ou vers des cycles de formation courts. Les élèves qui ont un âge moyen vers des formations de durée moyenne et les élèves qui ont un âge beaucoup plus jeune vers des formations plus longues. C'est la loi. On ne l'a pas fait et ça conduit à ce qui se passe, à ce qu'on observe, un taux d'échec à l'université et un taux de chômage élevé chez les élèves qui sortent avec des diplômes d'enseignement général. Monsieur le ministre, comment voulez-vous qu'un enfant arrive à 17 ans ou 16 ans en classe de terminale quand ils sont à 60 par classe et qu'on n'a pas réglé la question des infrastructures? Non, mais précisément, depuis 10 ans, on donne la bourse à tout le monde. Précisément, depuis 10 ans, on donne la bourse à tout le monde. Et j'aime autant dire, vous avez rappelé que j'enseigne à l'université, qu'on a des élèves qui arrivent relativement tôt. Et cette année, nous avons eu quelqu'un qui a eu le bac à 14 ans. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses. Et encore une fois, il n'est pas dans notre intérêt de mentir aux étudiants. Nous ne donnons pas des chances aux élèves lorsque nous les laissons aller dans l'enseignement général avec un bac qu'ils ont obtenu à 25 ans. Nous ne leur donnons pas le maximum de chances de réussir dans ces études-là et d'avoir du travail. Il est de notre responsabilité de leur trouver des solutions qui leur permettent d'avoir du travail. Parce que quand un parent envoie un élève, paye, investit dans la formation de ses élèves, c'est pour qu'ils trouvent de l'emploi. Et ce que nous avons fait jusqu'à présent ne satisfait pas ces objectifs-là. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que toutes ces réformes sont comprises par le plus grand nombre? Alors, elles ne sont pas toujours comprises parce que déjà, quand on réforme, il y a des forces d'inertie. Et puis, nous n'avons pas toujours été bons dans la communication. C'est certain. Vous reconnaissez? Je n'ai pas de problème avec cela. Nous n'avons pas toujours été bons dans la communication. Peut-être que nous voulons aller trop vite. Mais je note en passant que nous avons été précurseurs, notamment avec les États généraux, notamment avec cette orientation vers la formation professionnelle,
puisque plusieurs pays africains sont en train de prendre aujourd'hui des décisions que nous avons prises il y a une dizaine d'années, mais malheureusement que nous avons tardé à mettre en œuvre. Nous n'avons plus le temps. Ça reste quand même difficile à comprendre. On a l'impression, Marielle, que chaque ministre de l'Éducation nationale vient et il recommence à zéro. Monsieur le ministre, alors, vrai ou faux que les derniers bacheliers ont été orientés vers l'Office national de l'emploi? La question est mal posée. La reformuler Parce que nous n'avons pas orienté les élèves, et le Premier ministre l'a dit de manière claire, vers l'Office national de l'emploi. Nous avons orienté les élèves... L'opinion pense le contraire, c'est la raison pour laquelle je ramène la question de cette manière. Nous avons orienté 2500 élèves vers la formation professionnelle et l'insertion professionnelle sur les 17 000 bacheliers. 14 000 ont passé des tests d'orientation. Nous avons mobilisé 200 conseillers d'orientation. Nous les avons conduits et nous avons expliqué comment cela devait se passer. Ils devaient formuler des vœux, les parents devaient formuler des vœux et in fine, le secrétariat d'orientation, qui est une structure prévue par la loi d'orientation et dont le décret a été pris en 2019, a examiné les dossiers et estimé qu'en fonction des résultats au bac du dossier scolaire, tel pouvait aller dans l'enseignement général, tel autre dans l'enseignement technique supérieur et tel autre vers la formation professionnelle. Et les parents et les élèves étaient informés de ça. Bien entendu, pendant près de 3 semaines, nous avons ouvert des centres dans les différents lycées. Nous avons mobilisé plus de 200 conseillers d'orientation. Nous avons fait venir des experts de l'étranger et nous avons conduit les élèves. Nous les avons pris par la main. Nous les avons initiés au système gabonais d'orientation. Cela a été fait. Soit dit en passant, il y a 2500 élèves qui ont été orientés vers la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dans le cadre d'un écosystème dans lequel l'ONE a sa place. C'est cela qu'il faut préciser. L'ONE a sa place parce que l'ONE reçoit les étudiants, permet de faire un premier bilan sur leurs compétences et ensuite, dans cet écosystème-là, il y a des responsables d'établissement, il y a la formation professionnelle qui vont permettre d'orienter les élèves soit vers la formation professionnelle, soit vers l'insertion professionnelle. Et c'est inédit ce que nous avons fait. Nous allons ouvrir, par exemple, cette année, avec le concours de l'Institut de gestion et d'autres établissements supérieurs, des formations professionnelles pour ces élèves qui ont été orientés vers la formation professionnelle et dans le cadre de l'écosystème où l'ONE joue son rôle, nous allons ouvrir des formations. Quel rôle, monsieur le ministre, c'est peut-être ça le problème. Oui, exactement, quel est le rôle de l'orientation, puisqu'il y a déjà un secrétariat de l'orientation. Quel est finalement le rôle de l'ONE? L'ONE a pour mission, décret 2008-1993, d'aider à la recherche de l'emploi et d'aider à la formation. C'est dans le décret de l'ONE. Dans le cas d'espèce, et pourquoi? Parce que l'ONE est en contact avec les entreprises. Et les formations que nous mettons en place sont en lien avec les entreprises pour maximiser le chance d'avoir de l'emploi. Et donc nous allons mettre en place, moi je reçois ces étudiants-là samedi. Cette formation dure combien de temps, s'il vous plaît, monsieur le ministre? 2 ans, 3 ans. Et pour ceux qui ont un âge avancé qui le veulent, beaucoup des formations de 6 mois. Elles seront dispensées où? À l'Institut de gestion seulement ou dans d'autres établissements? Dans d'autres établissements, je vous ai parlé de l'Institut de gestion, mais il n'y a pas que l'Institut de gestion. Je vais dévoiler tout le programme. Moi, je reçois ces étudiants-là régulièrement. Je les ai reçus encore la semaine dernière. Et il faut bien se dire quelque chose. Ce sont des anciens élèves, ils ne sont pas étudiants parce qu'ils n'ont même pas commencé les cours. Disons-nous les choses de manière claire. Il y a eu 2500 élèves orientés vers la formation professionnelle et l'insertion professionnelle. Il y a eu 3 semaines de recours que nous avons rallongés. Sur 2500 élèves, jusqu'à la semaine dernière, il y en avait 18 il y en avait 100 qui avaient choisi de demander un recours, donc un autre choix que celui qui leur avait été proposé. Et aujourd'hui, nous en sommes à 400 sur 2500. Et en sens inverse, il y a des nouveaux bacheliers qui ont été orientés à l'université qui demandent d'aller vers la formation professionnelle. Donc je pense qu'il faut équilibrer l'information et ne pas se focaliser sur, évidemment il faut en prendre compte, sur ceux qui n'ont pas été satisfaits de leur choix et à qui on a donné la possibilité de faire un recours et tenir compte du fait que nous avons mis en place quelque chose de difficile qui heurte les habitudes qui ont conduit au taux d'échec à l'université et au chômage.
Et donc, ça prend un peu de temps Jusqu'à pour que les gens présent, ça s'apprennent. reste quand même un peu flou pour ces nouveaux bacheliers, monsieur le ministre, comprenez-les. Surtout que nous sommes en train d'égrener madame, pourquoi l'année vous parlez comme 2021. si ça Et on concernait... aimerait savoir à Pourquoi quel vous moment parlez comme si ça concernait tous les nouveaux bacheliers? Ça concerne aujourd'hui... ceux qui ont été orientés à l'ONU. Ceux qui ont été orientés vers la formation professionnelle dans À le cadre d'un écosystème. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce que ça induit, et ça induit depuis un moment, la population à Vous êtes là pour corriger cela, monsieur le ministre. Et ce n'est pas juste de poser le problème ainsi, parce que c'est Einstein qui dit la folie, c'est faire la même chose plusieurs fois en espérant que ça change. On a fait la même chose depuis 50 ans. Ne pas orienter les enfants, les laisser aller sans les prendre par la main vers des filières qui ont un indice d'employabilité faible. Et vous voulez qu'on continue comme ça? Non. Monsieur le ministre, pour finir, est-ce que c'est obligatoire, dès qu'on a 23 ans bachelier, forcément on va être orienté vers la formation professionnelle? D'abord, ce n'est pas 23 ans. Ceux qui ont été orientés vers 25, la date limite c'était 25 ans. Alors à 25 ans, c'est obligatoire? Et non. D'ailleurs, quelqu'un qui a le bac à 25 ans, qui a un bac C à 25 ans avec 16 de moyenne, on peut estimer qu'il a eu dans sa vie des incidents de parcours qui ont fait qu'il n'ait pas pu avoir le bac à 18 ans, à 19 ans. On lui donne une chance. Et de toute façon, il y avait des recours. Et encore une fois, tenez compte du fait qu'il y avait des recours et que les orientations n'étaient pas définitives, qu'il y avait la possibilité de faire un recours, et ça a été fait pour certains d'entre eux qui ont choisi d'aller à l'université. Ils sont allés à l'université. Après, dans 4 ans, 5 ans, j'espère pour eux qu'ils auront fait le bon choix. Je signale simplement que je recevais encore, quand j'étais conseiller du président de la République, beaucoup d'étudiants qui sont dans des associations de chômeurs diplômés. Et je pense qu'il n'est pas bon de continuer dans ce sens-là. Monsieur le ministre, vous avez un peu anticipé sur les applications, notamment SIGOR, avec le secrétariat d'orientation SOSUP. On aimerait savoir, avec toutes ces réformes, notamment SIGOR, à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. Alors, vous m'avez demandé tout à l'heure si les recommandations de la Task Force étaient mises en œuvre. Ça fait partie des recommandations des États généraux qui ont été rappelées par la Task Force. Encore une fois, le secrétariat d'orientation, le SOSUP, pour le secrétariat d'orientation, est une recommandation des États généraux. Le décret a été pris en 2019, nous ne faisons que le mettre en œuvre. Les experts se sont réunis, ont diagnostiqué le problème dans le système éducatif, ont estimé qu'il fallait le mettre en place, comme ça se passe dans tous les pays, nous le mettons en œuvre. Est-ce que vous travaillez avec les parents d'élèves pour pouvoir au moins qu'eux ils soient au courant? Les associations des parents d'élèves sont membres statutaires du secrétariat d'orientation. Non, juste vous demander si vous confirmez que pour l'élaboration de SIGOR, SOSUP, les parents d'élèves étaient impliqués. Et les associations des parents d'élèves sont membres du secrétariat d'orientation. Est-ce que ce secrétariat d'orientation n'intervient qu'au niveau du bac? Non, justement. Et cette question est pertinente, je vous remercie de me la poser. Le secrétariat d'orientation a pour vocation d'activer les 3 leviers de l'orientation. La 5e, la seconde et la terminale. Nous avons commencé avec la terminale et c'est d'ailleurs pourquoi ça pose des problèmes. Parce que quelqu'un qui a un bac littéraire et qui n'a pas des capacités pour faire des études de lettres, qui se retrouve à 25 ans avec un bac littéraire, si on avait détecté plus tôt ses facultés, ses capacités dans la formation professionnelle, après la classe de 5e ou après la classe de 3e, on lui aurait évité d'aller en terminale vers une voie sans issue. On l'aurait orienté vers la formation professionnelle. C'est ce que nous allons nous atteler à faire. Ce sont des très bonnes idées. Parlez-nous de SIGOR, s'il vous plaît, en quelques mots. SIGOR, oui. Qu'est-ce que c'est SIGOR? SIGOR, c'est le système gabonais d'orientation. Ce n'est une plateforme informatique qui présente les différents métiers, les disponibilités dans les salles de classe, les parcours, et qui permettent aux enfants de faire des choix, de formuler des vœux, tenus, comme je disais tout à l'heure, par la main par des conseillers d'orientation. C'est un système analogue à ce qui existe en France, Parcoursup, Campus France, et qui facilite l'orientation, qui est un outil, le SIGOR est un outil du secrétariat d'orientation, c'est un outil technique du secrétariat d'orientation. Donc on reproche souvent au Gabon de prendre des réformes un peu de ce qui se fait ailleurs sans contextualiser. Est-ce que ce système est valable aussi pour les élèves qui sont à l'intérieur du pays? Comment ça se fait? Mais ils ont été reçus, madame. Ils ont été reçus pendant 3 semaines après le bac. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour l'orientation de ces enfants? Mais compte tenu de la fracture numérique, apparemment ce ministère aime mettre en place des applications. Marielle, on se souvient de XGest qui n'a pas un franc succès jusqu'ici. Pourquoi vous dites ça? XGest a 400 000 apprenants.
Près de 400 établissements qui sont connectés. C'est pas à ce niveau que le problème se trouve, C'est grâce à XGES qu'on a pu détecter les bulletins trafiqués. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, mais non, c'est pas nous qui... Non, nous Monsieur le ministre, les parents d'élèves se plaignent. On a des bulletins. C'est grâce Il y a beaucoup d'erreurs avec XGES, monsieur le ministre, beaucoup on peut le reconnaître. C'est grâce à XGES. Non, je n'ai pas dit que c'est parfait. Loin s'en faut. Voilà pourquoi il n'y a pas un franc succès jusqu'ici. Non, mais il ne faut pas dire ça. Nous imprimons des bulletins, ce qui nous permet, dans un contexte particulier de cette pandémie, d'éviter des déplacements des populations. Nous imprimons des bulletins grâce à XGES. Nous évitons que les populations se déplacent. Non, XGES a d'autres défauts. XGES a d'autres défauts. Ma moyenne en biologie se retrouve chez Marielle, la moyenne de Marielle se retrouve chez moi. Je ne peux pas vous laisser dire ça. XGES a d'autres défauts. C'est une réalité. Mais d'une manière générale, la distribution des bulletins, l'édition des bulletins avec XGES se passe plutôt bien. XGES a d'autres défauts. XGES n'est pas, par exemple, parfait pour ce qui est de l'enseignement à distance, mais sur la vie scolaire, c'est un logiciel qui marche plutôt bien. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir à une autre étape pour améliorer les défauts qu'il y a dans XGES. Ce n'est pas mauvais, la digitalisation de l'administration, mais après, il y a des paramètres qui ne sont parfois défectueux. Il y a quelques couacs. Monsieur le ministre, il y a ces élèves-là qui ont eu l'entrée en 6e et qui ont été orientés vers les établissements privés. On aimerait savoir, est-ce que vous pouvez les rassurer sur ce plateau que leur prise en charge ne posera plus de problème, qu'elle sera sûre et effective? Parce qu'il nous a été rapporté qu'il y a certains, notamment au niveau du premier trimestre, qui ont même été... Ils ont été poliment demandés de vider parce que la scolarité. L'État tardait. J'ai reçu ces étudiants ou leurs représentants. J'ai reçu les responsables des établissements vers lesquels ont été envoyés ces élèves. Je puis vous dire que tout est entré dans l'ordre. Il se trouve, et en réalité c'est là le nœud du problème, que les étudiants, et je peux le comprendre, les étudiants sont angoissés par le problème de la bourse. Et les chefs d'établissement également n'étaient pas rassurés sur le fait que l'État devait prendre en charge ces élèves-là. Nous avons travaillé avec les bourses, l'Agence nationale des bourses, et nous nous sommes mis d'accord avec les chefs d'établissement sur les montants que l'État pouvait payer pour ces élèves-là. Donc là, le problème est réglé de ce point de vue. Il n'y a plus de bourse au secondaire, monsieur le ministre, c'est vrai? Ça fait un moment qu'il n'y a plus de bourse au secondaire. Dans la réforme, est-ce que vous ne tenez pas compte de ces élèves-là qui pourraient être aussi, la bourse pourrait être aussi une sorte de motivation? Alors, je pense que la question se pose, mais elle doit se poser dans le cadre de l'accompagnement social de l'élève et plus généralement aussi, on doit prendre en compte la question du mérite et de la situation de chaque élève. Donner la bourse à tout le monde au secondaire était peut-être une bonne chose à une certaine époque. Mais disons-nous les choses de manière claire. Mon enfant qui est au secondaire a peut-être moins besoin de bourse que l'enfant d'une famille démunie. Donc, concentrons-nous sur les enfants de famille démunies et trouvons un moyen de les accompagner socialement. Pensons effectivement à une bourse particulière pour eux. Pensons également à récompenser au secondaire des élèves qui sont brillants. Et là, nous avons pensé à organiser un concours national des meilleurs élèves. Rappelez-vous ce qui existait avant quand vous étiez élève, la distribution des prix. C'est à voir. Et ça va être effectif dès cette année. C'est à voir, monsieur le ministre. Alors tout de suite, on va regarder ensemble ce que vos compatriotes vous ont posé comme question et on reviendra, vous y répondrez. Je suis junior, élève en terminale A1D. Monsieur le ministre, ma question est celle de savoir pourquoi avoir quitté du trimestre au quadrimestre sans nous avoir expliqué le bien fondé de ce changement. Je m'appelle Grace, monsieur le ministre, je suis enseignante d'anglais. J'aimerais comprendre pourquoi en même temps nous sommes partis de trimestre en quadrimestre. Les textes des étudiants se sont aussi rabaissés de 10 à 4 textes. Où est le lien? Bonjour à tous, je suis Bertrand Ondozogo, parent d'élèves, et je voudrais poser la question au ministre de l'Enseignement supérieur relative un peu à la construction des écoles, parce qu'il y a, on va dire, il y a quelques mois, nous avons vu un accord qui a été signé avec l'Agence française de développement, et nous souhaiterions savoir à quel niveau se situe un peu la construction de ces établissements, et savoir à quel moment ces établissements, du moins la construction, sinon la rénovation de ces établissements sera livrée. Pourquoi? Parce que la rentrée scolaire, on ne la prépare pas quand elle est là. Voilà, on ne prépare la rentrée scolaire
avant même qu'elle n'ait lieu. Monsieur le ministre, nous revenons sur cette question des établissements. Les Gabonais vous la posent. Qu'est-ce que vous répondez sur la construction des établissements? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons recevoir le 5 juin les premiers établissements du PIS. Et nous allons recevoir à la rentrée des classes encore d'autres établissements. C'est une dizaine d'établissements réhabilités, primaires, secondaires, tout niveau confondu. Alors, sur la question le passage du trimestre au quadrimestre, les explications de l'enseignant d'anglais. Déjà, une réponse générale. C'est vrai que nous avons été habitués au trimestre, mais à l'organisation de l'année sur la base des trimestres, mais j'aime autant rappeler que l'organisation de l'année peut se faire aussi sur la base des semestres et du quadrimestre. Il n'y a pas de position absolue sur cette question. Maintenant, pourquoi ça a été fait? Nous avons repris les cours en novembre, parce que nous avons terminé l'année relativement tard à cause de la Covid. Est-ce que nous aurions dû faire un trimestre qui allait durer 1 mois? Ce n'était pas envisageable. Nous avons pensé à faire des quadrimestres parce que ça nous permettait d'atteindre les objectifs que nous nous fixons, à savoir est-ce que c'est uniquement pour cette année 25 semaines de cours au minimum. C'est ce que demande l'UNESCO pour valider une année, et 32 au maximum. Il y a le calendrier annuel quand même. Ça risque de bousculer le calendrier des vacances en partant du trimestre à quadrimestre. Vous ne pensez pas? Non, précisément, puisque les élèves, il ne vous a pas échappé que les élèves ont eu depuis samedi leur 2e vacances intermédiaires et que les examens cette année auront lieu au mois de juillet et une partie du mois d'août. Et la rentrée aura lieu à la mi-septembre. Est-ce qu'on continuera avec les quadrimestres ou on reviendra dans l'ancien système? On reviendra dans l'ancien système. C'était une décision par rapport à la situation qui nous a permis, j'insiste, de rester dans ce qui est exigé, dans ce qui est requis de manière générale pour valider l'année, 25 semaines. Et les 25 semaines ont déjà été faites. Il reste 7 semaines. Il y a la question des textes posés par l'enseignante d'anglais qui sont partis de 10 textes à 4, monsieur le ministre. La place de la langue anglaise à l'école? Alors, moi, je suis effectivement un défenseur absolu de la place de l'anglais dans le système éducatif, non seulement au niveau du secondaire, mais aussi au niveau du supérieur, le rendre obligatoire au niveau du supérieur. Je me bats pour ça depuis 20 ans. Et je voudrais rappeler qu'il y a eu un programme de formation des profs d'anglais qui s'est malheureusement arrêté, mais qui va reprendre, en même temps qu'un programme de formation des profs d'informatique. Donc la réforme est globale. Ce que l'on a perdu en supprimant quelques textes, on va le regagner ailleurs. C'est une réforme globale dans le cadre de l'approche par compétences. On va poursuivre, monsieur le ministre, avec d'autres compatriotes. Je m'appelle Prince et ma question est la suivante. Je crois qu'il y a de cela quelques années, je crois 2 ans ou 3 ans en arrière, il y a une décision qui a été prise concernant la réorientation des étudiants. Donc on s'est rendu compte qu'il y a des étudiants parfois qui arrivent en 3e année et qui ont repris soit la L1 ou la L2, mais qui ne peuvent plus se réinscrire parce qu'ils ont dépassé le délai donc du parcours qui est de 4 ans. Mais non, par exemple, si moi je suis en licence 3 et que je suis réorienté sous prétexte que je n'ai pas atteint les crédits demandés, comment faire? Parce que quand on est réorienté, c'est qu'on va dans un autre département. Est-ce que les crédits sont recomptabilisés ou on va reprendre l'année à zéro? Moi, c'est l'étudiant Meigny Alex à l'université. Lors de la dernière sortie du ministre de l'enseignement supérieur, il a dit que les amphis ont été livrés à l'université. Bon, ma question est la suivante. Où sont ces amphis? Puisqu'à l'université, on ne voit que les cassés. L'université est en pleine réparation. Bon. On nous dit que les cours reprennent lundi, mais où sont les amphis qu'il a promis? Je suis ancien étudiant de l'université Omar Bongo, plus précisément en faculté de droit et des sciences économiques. Actuellement, nous savons que le Gabon éprouve, plus précisément les établissements gabonais éprouvent d'énormes difficultés en termes d'enseignants. Pourquoi? Sachant très bien que beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup de jeunes Gabonais sortent de ces grandes écoles et universités avec des diplômes, mais vous ne parvenez pas à les recruter jusqu'à maintenant. Monsieur le ministre, alors comment sont calculés les crédits d'un étudiant qui a été réorienté dans un autre département, quand on sait que cette question des crédits posait déjà des problèmes dans le système normal, en fonction des départements, cela varie, que l'on soit en histoire géo ou en droit et sciences économiques?
Pour répondre à cette question, il lui fallut que l'étudiant, que la personne soit un peu plus précise, parce que ça varie en fonction des situations. D'une manière générale, la validation des crédits d'un département à l'autre doit tenir compte du contenu pédagogique. Si vous changez complètement de département et que vous passez éventuellement de la géographie aux sciences du langage, par exemple, vous ne pouvez pas faire valoir un certain nombre de crédits, donc puisque c'est des diplômes différents. Maintenant, dans le cadre des masters, il est tout à fait possible de faire valider ces décrits puisqu'on change de cycle. Mais je pense que vous me donnez l'occasion d'annoncer quelque chose d'important pour l'université. Et qui est en lien aussi avec cette question des crédits. Je pense que si on veut résoudre la question de l'employabilité à l'université, en tenant compte du contexte LMD, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas résoudre les questions du supérieur sans penser au secondaire. Au secondaire, on est en train de mettre en place le socle commun des compétences. Je pense qu'il faut le mettre en place à l'université. Quelqu'un qui sort de l'université, toutes disciplines confondues, doit maîtriser, tenez, l'anglais, doit maîtriser l'informatique, doit maîtriser le management des projets, doit maîtriser éventuellement tout ce qui tourne autour des... Vous semblez vouloir faire un grief aux étudiants, monsieur le ministre. Non, pas du tout. Allez-y, peut-être je dis qu'on doit leur donner, mais pas du tout, justement, je dis qu'on doit leur donner le maximum de chances quand ils sont à l'université, au-delà de leur discipline de base, leur donner le maximum de chances d'entrer sur le marché du travail avec un socle commun des compétences. Si on a un socle commun de compétences, il est plus facile de faire valoir des acquis. Sur la question des amphithéâtres, monsieur le ministre, où sont-ils? Vous avez prévu de nouveaux amphithéâtres pour le 12 avril 2021. Où sont-ils? Nous n'avons pas promis de nouveaux amphithéâtres. Nous avons réhabilité les amphithéâtres qui étaient fermés. Il s'agit donc de ça. Nous avons réhabilité les amphithéâtres qui étaient fermés. Est-ce que réhabiliter résout la question des effectifs pléthoriques? Une fois de plus, monsieur le ministre, on parle d'une communauté estudiantine de quand même 35 000. Attention, il y a des amphithéâtres de plus de 1500 personnes qui étaient restés fermés à l'université Omar Bongo et qui ont gêné le déroulement normal des cours. Ces amphithéâtres ont été réhabilités. La capacité d'accueil de certains d'eux ont été augmentées. Il s'agit donc de la réhabilitation, extension. Il ne s'agit pas de construction de nouveautés. Nous n'avons jamais parlé de construction. Très bien, on va poursuivre, Marielle, avec cet autre micro-trottoir. Et donc, vos compatriotes vous ont adressé plusieurs questions. On suit. Je suis parent d'élèves, parent de nombreux élèves. Aujourd'hui, vous avez décidé de mettre à la disposition des élèves des bus pour transporter les élèves. C'était une bonne nouvelle pour les parents d'élèves que nous sommes. Mais à notre grande surprise, nous ne voyons pas les bus. Moi, personnellement, tous les matins, je dépense plus de 3 000 à 5 000 francs à mes enfants pour leur donner de l'argent du taxi. Où sont les bus que vous avez promis aux élèves? Je m'appelle Ansama Darius, je suis en classe de seconde S au lycée Capitaine Charles Choré. Et j'aimerais savoir pourquoi la mise en place de la gratuité des bus n'a pas été effective, puisqu'on a constaté récemment que vous avez annoncé que les bus pour le transport des élèves allaient être gratuits. Et on remarque que depuis là, cette mesure n'a pas été mise en place. Et autre question, pourquoi les élèves en classe intermédiaire ne bénéficient pas des bourses? Je m'appelle Diallo Ramata, en classe de seconde LE. En fait, monsieur le ministre, ma question se pose sur les violences en milieu scolaire. Que pouvez-vous faire à propos de cela? Parce que nous, on connaît des amis qui se font braquer, qui se font agresser, mais à rien, les surveillants ne font rien. Que pouvez-vous faire à propos de cela? Alors, monsieur le ministre, d'abord, la gratuité des bus scolaires, qu'en est-il? Moi, je n'ai jamais promis la gratuité des bus scolaires. De toute façon, depuis que la pandémie a commencé, le transport est gratuit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bus dédié spécialement aux élèves, comme nous avons pu le faire pendant les examens du baccalauréat, où effectivement, nous avons dédié des bus spécifiques aux élèves. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de réfléchir avec les associations des parents d'élèves pour la mise en place d'un système de transport scolaire avec abonnement pour la prochaine rentrée. Parce que ce soit
Sogatra ou Transsur ou Transakanda, le parc n'est pas suffisant pour qu'on dédie spécifiquement une partie du bus aux élèves. Donc nous sommes en train de travailler là, notamment avec des parents d'élèves, pour la mise en place d'un système avec abonnement et éventuellement prise en charge pour les étudiants de familles démunies, de telle sorte que les préoccupations de ces parents légitimes et que je comprends soient satisfaites. La question sur le jeune compatriote à propos des élèves en classe intermédiaire pour la bourse. Je pense qu'on a déjà répondu Monsieur à cette question. L'épineuse La bourse question. du secondaire. On va revenir sur la question de l'insécurité parce que ça fait partie du troisième axe voilà. de notre discussion. Merci à tous les compatriotes qui ont bien voulu poser des questions à notre invité. Il y a des questions aussi sur les réseaux sociaux, monsieur le ministre Marielle. Oui, les Gabonais sont très high-tech, monsieur le ministre. On va pouvoir lire en même temps que vous. C'est pour ça qu'il faut du texte. Certaines questions que vos compatriotes ont pu poser sur les réseaux sociaux. Ici, on a Roli Gilles Chris, dit Tengo. J'ose espérer que pendant ce entretien, vous allez éclairer la lanterne de ces étudiants, monsieur le ministre, notamment sur l'orientation à l'ONE. Et au passage, ces derniers seront-ils boursiers vu leur orientation à l'UOB et à l'USTM comme tous les autres? Voilà les questions. Je vous ai dit que l'angoisse des étudiants, c'était la bourse. Ce n'était pas tant que ça l'orientation. Mais vous maîtrisez la question mieux que nous, c'est normal. Donc, vous voyez que ça revient, le lien de l'orientation et de la bourse. La question suivante. Donc l'orientation, c'est une chose, la bourse c'est une chose, c'est le 404. S'ils sont éligibles par rapport aux critères du décret 404, ils auront la bourse, quel que soit l'établissement vers lequel ils ont été envoyés. Monsieur le ministre, à quand le début des cours à l'université Omar Bongo? La semaine prochaine, pour la faculté de lettres et sciences éco, la faculté des lettres et sciences humaines. Et pour la faculté des droits et sciences éco? Je pense qu'il faut encore une dizaine de jours, parce qu'ils sont en train de terminer, justement parce que les amphithéâtres n'ont pas été disponibles l'année dernière et donc le déroulement des cours a été perturbé. Ils ont pris du retard, qui sont en train de rattraper. Est-ce que finalement les bacheliers 2021 commenceront les cours en mai 2022? En mai 2022. Bah oui, puisque là on parle des bacheliers 2020, monsieur le ministre. Mais ils commenceront en 2021, dans une dizaine de jours. Avec beaucoup de retard. Avec beaucoup de retard que nous regrettons et nous allons nous atteler, comme ça a été le cas dans le secondaire, à mettre en place ces programmes pour retrouver le calendrier normal. Rapidement, quand même, la question suivante qui est sur le déficit en enseignants. Monsieur le ministre, on a remarqué que cette année, il n'y avait pas les concours de l'ENS et de l'ENSET, alors qu'il y a un déficit ressenti des enseignants, notamment au niveau du secondaire. Alors, je rappelle qu'il y a eu l'année dernière un concours à l'ENS, à l'ENSET, et que nous avons en formation des élèves enseignants à l'ENSET et à l'ENS. Nous avons des élèves qui vont sortir, près de 1000 élèves qui sont, sinon plus, puisqu'il y a des promotions intermédiaires qui sont encore en formation. Donc nous avons des cuvées qui vont sortir. Maintenant, la programmation se fait dans le cadre aussi de la politique budgétaire, de la politique de rationalisation des effectifs de la fonction publique, en tenant compte aussi des besoins de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ce que vous dites maintenant, c'est ce qui justifie le fait que vous ayez interdit, via une circulaire de votre ministère, les recrutements directs. Alors, il y a deux choses dans les recrutements directs, soyons précis. Si on parle des étudiants qui sortent de l'université avec un master, par exemple en histoire ou en anglais, ou même en mathématiques, et qui seront disponibles pour les lycées. C'est une chose. Ils ont été à l'université, ils n'ont pas... ils ont des outils dans leur discipline fondamentale, mais ils n'ont pas les outils pédagogiques, les outils didactiques. Donc, dans le cadre de la task force, nous avons prévu effectivement des recrutements directs, mais contrôlés et avec une formation accélérée pour la didactique et pour la pédagogie, parce qu'il n'est pas bon, de donner des classes à des étudiants, fussent-ils diplômés, sans qu'il n'ait de formation en pédagogie. Mais pourtant, ils aidaient quand même à combler le vide, le déficit d'enseignants dans les établissements secondaires. Oui, mais la programmation, mais la programmation se fait aussi par rapport à la disponibilité des postes budgétaires. On ne va pas imposer comme ça un nombre alors que la disponibilité budgétaire n'est pas prise en compte. Ce travail se fait avec le ministère du Budget, avec le ministère de la Fonction publique. Monsieur le ministre, au nombre de ces anciens étudiants, il y en a qui sortaient quand même de l'ENS et de l'ENSET, pas forcément de l'université. Mais quand on sort de l'ENS et de l'ENSET, on est automatiquement recruté. Cette année, on a régularisé la situation de près de 1400 étudiants qui sont de l'ENS et de l'ENSET. On va aborder à présent le dernier sujet de notre échange, l'insécurité autour et à l'intérieur des établissements secondaires et supérieurs. Si ce n'est pas un scandale relevant des mœurs, c'est la violence avec la vulgarisation observée des clashs interlycées. Vous voyez en ce moment derrière moi quelques images qui appuient mes propos. Parfois, c'est simplement un cas de trafic
de stupéfiants. Vous voyez vraiment à l'écran, monsieur le ministre, des images qui ont parfois attristé, parfois énervé, parfois poussé jusqu'au bord du précipice. Comment est-ce qu'on se retrouve là, monsieur le ministre? Des vidéos obscènes à l'intérieur, filmées par des élèves dans les établissements. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question des mœurs et puis il y a la question de la violence à proprement parler. Exactement, sur la question des mœurs, dans les deux cas, ce sont des problèmes de société. Je pense que si on veut régler ces questions-là, il ne faut pas considérer que le problème se situe au niveau des établissements. Les établissements sont le réceptacle des problèmes de la société. La société est devenue violente, la société est devenue sensible à... Ça, c'est dans un cadre général, monsieur le ministre. Oui, non, mais vous avez la charge aussi de la formation civique. Oui, mais on ne peut pas résoudre la question des mœurs et de violence sans tenir compte de la société. Un enfant, il passe du temps d'abord à la maison, il passe du temps dans les quartiers, et il vient dans les établissements. Les établissements ne produisent pas la violence, ils sont le réceptacle de la violence. Ils peuvent en produire marginalement, mais ils sont le réceptacle de la violence. Cela dit, il y a de la violence, mais j'aime autant dire, si on se focalise sur la violence à l'intérieur des établissements, et on oublie que les parents ont leur rôle à jouer, que la société a leur rôle à jouer, on ne réglera pas le problème. Mais d'abord pour le rôle de l'éducation nationale. Dans le cas de l'éducation nationale, qu'est-ce que nous faisons? Nous intervenons à plusieurs niveaux. Au niveau des établissements, nous avons mis en place cette année un corps d'auxiliaires de sécurité qui chaque matin, il y a 200 qui sont déployés déjà dans le Grand Libreville et à partir de l'année prochaine, on en déploiera dans les établissements de la province, qui chaque matin fouillent les sacs des élèves et nous allons, dans les jours qui viennent, présenter le rapport de ces fouilles qui permettent de mettre en évidence les trafics, comme vous le dites, des stupéfiants, le port des armes. Donc nous travaillons de manière collégiale avec les forces de sécurité, avec la police scolaire, donc, qui a des référents dans les établissements, et avec le ministère de la Justice, vers qui sont envoyés ces élèves-là. Ça, c'est au niveau de la sanction. Mais au niveau de la prévention, nous avons aussi mis en place, grâce à un financement, grâce au financement de l'AFD, parce que l'AFD... L'Agence française de développement. Mais c'est un prêt de l'État, hein, c'est l'argent du Gabon. Donc il faut bien préciser ça. Monsieur le ministre. C'est l'argent du Gabon. A une composante, utilisons les mots à la mode, soft, donc sur la qualité de l'enseignement. Et nous avons formé des agents de prévoyance de sécurité scolaire qui vont travailler à côté des enseignants. Nous aurons donc un écosystème pour la sécurité scolaire qui comprendra les surveillants, les agents de prévoyance scolaire, les auxiliaires de sécurité. Et pour les auxiliaires, c'est déjà en place et ça donne des résultats. Merci, monsieur le ministre Marielle Biogou. Vous nous quittez maintenant. Merci d'avoir contribué à cet échange avec notre invité, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. On se retrouvera prochainement. Et c'est notre invité surprise qui va vous remplacer. Monsieur le ministre, je l'ai promis à l'entame de l'émission, vous serez donc confronté, entre guillemets, à un de vos compatriotes au fait des chantiers initiés par vos soins, un partenaire, pour ainsi dire. Il s'agit de M. Fridolin Mvemessa, secrétaire général du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale. Marielle va nous quitter. Merci Marielle. Merci monsieur. Et notre invité surprise va vous remplacer pour cette deuxième partie. Bonsoir M. Fridolin Mvemessa, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale. Le débat est ouvert. Vous avez des questions à adresser à M. le ministre? Allez-y. Merci. Je voudrais d'abord faire une observation globale de l'intervention de M. le ministre. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention son intervention. Mais nous constatons que M. le ministre a beaucoup de bonnes intentions, mais qu'au niveau des réalisations, on en voit très peu. Je veux pour preuve l'annonce de la construction de certains établissements. Quand on sait qu'auparavant, le lycée agricole de Lebamba existait, il était dans l'herbe, il a été simplement réouvert parce qu'il existait déjà. Donc il peut être comptabilisé dans les établissements construits. Allez, votre question. J'en viens à la question. Monsieur le ministre, vous êtes enseignant, vous savez que la formation est quelque chose de très important pour un enseignant. Parce qu'un enseignant qui n'est pas formé perd effectivement ses capacités intellectuelles et pédagogiques. À quand le concours d'entrée à l'ENS et à l'ENI qui ont été suspendus depuis 5 ans? Le concours d'entrée à l'ENS et à l'ENI est prévu pour le mois de septembre.
Et vous savez comme moi que ça a été suspendu parce que nous sommes dans un processus de rationalisation des effectifs à la fonction publique. Mais nous n'oublions pas que l'éducation et la santé font partie des priorités et que des dérogations ont été accordées à ces secteurs. Ce processus de rationalisation est nécessaire parce que vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont enseignants mais qui n'exercent pas. Certains ont été en fonction dans différents départements ministériels et quand ils sont descendus de charge, ils n'ont pas retrouvé leur salle. D'autres exerçaient dans des établissements qui sont fermés, d'autres encore ont disparu. Il fallait rationaliser tout ça pour avoir une idée précise des besoins et relancer effectivement les concours. Mais soyez rassurés, cette année, je vous ai promis qu'il y aura un concours externe. Ce concours aura lieu. Mais nous l'attendons avant la fin des examens, nous l'avons dit, Monsieur le ministre. Il faut travailler avec... Nous avons transmis le dossier au ministère de la fonction publique qui fait ce travail de rationalisation avec les besoins que nous avons exprimés. Et pour éviter donc d'avoir des situations que nous déplorons justement en termes de planification, ce travail est en train d'être fait au niveau de la fonction publique. Vous aurez la date précise, mais je vous ai promis, moi, que vous aurez votre concours cette année. Vous l'aurez cette année. Merci, Monsieur le ministre. Mais nous venons au niveau de la violence. Vous avez suivi beaucoup d'interventions, beaucoup d'intervenants sont venus sur la question. À quand une réelle politique de lutte contre la violence en milieu scolaire? Autrement dit, quelle est la politique du gouvernement en matière de lutte contre la violence en milieu scolaire quand on sait que ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur? D'abord, je ne suis pas certain. Alors évidemment, si on compare nos époques à l'époque actuelle, la violence a pris des proportions affolantes. Il faut bien le reconnaître. Mais encore une fois, c'est la violence de la société dont les établissements sont le miroir. Il y a les violences dans les familles, des parents qui exercent des violences sur les enfants, et des violences dans les quartiers. Les enfants grandissent dans un univers de violence. Il y a les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc c'est un contexte général de violence dans lequel les enfants vivent et l'école est le réceptacle de cette violence-là. Il y avait déjà eu dans les États généraux une proposition de mise en place de la police scolaire que nous avons activée dès cette année. Donc nous sommes en plein dans la mise en œuvre de cette politique-là. Et nous faisons de la prévention. Chaque jour, nous saisissons des enfants avec des armes blanches, avec de la drogue. Nous transmettons le dossier au procureur. Nous prenons les sanctions dans les établissements, mais ça prend du temps. Et puis, il y a un problème dans notre système. Quand on saisit un enfant avec une arme blanche ou avec de la drogue, on peut l'exclure. Mais qu'est-ce qu'on en fait en l'excluant? On en fait un criminel potentiel, parce qu'il sort du système scolaire. C'est ici qu'il faut des établissements spécialisés. Justement, les États généraux avaient prévu des passerelles. Et dans le cadre... Pourquoi l'État ne met pas en place des passerelles pour accueillir ces enfants-là? Et dans le cadre, justement, de la réponse à cette question-là, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des ERS, des établissements de réinsertion scolaire. Le premier devrait voir le jour en Toum cette année. Il est en pleine réflexion. Nous le faisons dans le cadre d'un partenariat avec plusieurs organismes internationaux pour recueillir ces élèves-là qui n'ont plus leur place, au moins pour un temps, dans les établissements pour être accompagnés par des psychologues, par des sociologues, par un encadrement sécuritaire particulier. Nous travaillons également avec des associations, avec des ONG, et je pense que ça commence à porter ses fruits. Mais il faut aussi que les enseignants et les chefs d'établissement jouent leur jeu. Parce que beaucoup... Justement, parler de chefs d'établissement, est-ce que ce n'est pas un problème managérial? Parce que quand on sait que la plupart des chefs d'établissement qui sont à la tête des structures scolaires aujourd'hui sont de manière, entre guillemets, sont là de manière illégale parce qu'ils n'ont aucun texte juridique qui leur met à sa place depuis 2 ans. À quand la nomination des vrais chefs d'établissement? Je pense que, M. V, il y a 2 choses, effectivement. Ouais. Il y a la question de la nomination des chefs d'établissement qui va se faire. Nous ne pouvions pas la faire en milieu d'année, nous avons discuté déjà de ça. Je rappelle que j'ai reçu les partenaires sociaux 22 fois en 15 mois, donc en moyenne 2 fois par mois. Et donc, nous connaissons que le dialogue social est de mise au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On connaît votre disponibilité, mais j'en viens à un sujet bien précis d'orientation des élèves. Il vous fait une fleur, monsieur le ministre. C'est une réalité. C'est une réalité depuis que le ministère est là. Nous dialoguons, même si nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais il y a une volonté de s'ouvrir aux partenaires sociaux, de les écouter et d'essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Et nous pouvons, donc je vous dis, nous allons mettre en place une ERS, retenez ce que je dis, un établissement de réinsertion scolaire. Nous allons commencer par Toum.
Et ces établissements auront vocation à recueillir des élèves violents, des élèves qui ont des problèmes psychologiques, à les accompagner de telle sorte qu'ils posent moins de problèmes dans les établissements traditionnels. Parce que, disons-nous les choses, ils ne sont pas 1000 dans les établissements à être à l'origine des violences. C'est une dizaine, une vingtaine en fonction des tailles des établissements. Il faut les sortir de cet environnement. C'est des élèves qui sont des victimes en réalité, qui font d'autres victimes par des actes de violence qu'ils posent, mais qui sont des victimes parce qu'ils ont subi des violences chez eux, ils ont subi des violences dans les quartiers. Il doit y avoir des actions concertées avec plusieurs acteurs qui doivent intervenir dans ce domaine. Je pense au ministère de la Justice, je pense aux forces de sécurité, je pense au ministère social. C'est exactement ce que je dis. Les établissements de réinsertion scolaire, déjà dans le cadre de la sanction et de la prévention, nous travaillons, j'ai dit tout à l'heure, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur qui met à disposition la police scolaire qui met des référents dans les établissements pour signaler et pour intervenir. Nous travaillons avec les affaires sociales dans la mise en place de l'ERS. Nous travaillons avec le ministère de la Justice dans la mise à disposition des élèves qui sont surpris et il y a des jugements qui vont avoir lieu dans quelques temps. Donc c'est un travail nous travaillons aussi avec la gendarmerie, c'est un travail collégial. Et sauf les aspects techniques relatifs à la pédagogie, les problèmes de l'éducation sont rarement de l'exclusivité du ministre de l'Éducation à lui tout seul. Oui, parlant de la formation de l'orientation des élèves, vous avez dit que l'État a orienté plus de 2500 élèves dans le secteur enseignement professionnel et à l'ONE. Bon, je voudrais signaler, est-ce qu'il y a suffisamment d'établissements d'enseignement professionnel pour accueillir tout ce monde-là? Et puis l'ONE, il interagit dans quel domaine précisément? Parce que quand on sait que la mission de l'ONE, c'est de recenser les potentiels étudiants qui sont en fin de cycle, qui ont des compétences dans des domaines bien précis et qui doivent placer ces élèves dans des entreprises utilisatrices. Mais les élèves qui sont orientés par l'ONE, ils seront quoi dans les entreprises? Ils vont orienter en tant qu'apprentis, quand on sait qu'initialement, ils n'ont pas une compétence, une formation initiale. Alors, ils ont le bac simplement. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les entreprises? Puisque dans le cas de la réinsertion, on réinsère, on place un élève, un étudiant dans une entreprise. Monsieur le ministre va y répondre. Voilà. Je vais repréciser deux choses. Déjà, il s'agit de 2500 élèves qui ont pour la plupart 25 ans. Donc qui ont très peu de chances de réussir dans l'enseignement supérieur général ou dans l'enseignement supérieur technique général. Les laisser aller là-bas, c'est les mettre dans une voie sans issue. Il s'agit de leur donner une chance réelle par un parcours simplifié, adapté à leurs capacités, dans le cadre de la formation professionnelle et l'insertion professionnelle. Dans ce cadre-là, dans cet écosystème-là, il y a les entreprises, il y a la formation, la direction de la formation professionnelle, il y a l'Agence nationale de la formation professionnelle et il y a l'ONE. L'ONE n'est que le début du parcours. Et il y a les responsables des établissements. L'ONE n'est que le début du parcours, c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas été orientés à l'ONE, ils ont été orientés vers la formation professionnelle. L'ONE n'a pas d'établissement. Donc, l'ONE a pour mission de placer les étudiants dans les sociétés. Est-ce que c'est en société qu'ils vont apprendre leur métier? Il faut être clair, il faut que les étudiants écoutent. Je continue. Ce partenariat, pour qu'il réussisse, se fait avec des établissements qui ont une orientation professionnelle et avec des entreprises. Et je disais tantôt que je vais recevoir samedi ces élèves-là avec les responsables de ces établissements-là pour leur proposer quelque chose. Dans le même ordre d'idée, j'ose le rappeler s'il vous plaît, parce que ça n'a jamais été fait. Cette année, nous avons ouvert à l'ENES et à l'ENSET des formations spécifiques. L'ENES et l'ENSET ont pour vocation initiale de former des enseignants. Nous avons ouvert, justement pour donner la possibilité de la formation professionnelle en lien avec les entreprises, nous avons ouvert près de 300 places à l'ENSET et près de 150 places à l'ENES pour ces nouveaux bacheliers dans des métiers qui conduisent vers l'entreprise et non vers l'enseignement. C'est dans cette même philosophie-là que nous allons ouvrir également des formations avec des établissements supérieurs. J'ai une autre question sur les conditions scolaires. Bon, le ministre a dit que nous avons un ratio qui tourne autour de 60 élèves par classe. Mais 70. Ce qu'il n'a pas dit, 70, ce qu'il n'a pas dit, c'est que certains établissements fonctionnent à double flux, ou même à triple flux. À quand un rétablissement à la normale? Monsieur le ministre. Non, mais ça intègre, hein, quand je dis 70 élèves, ça intègre. Il y a des établissements qui sont à 100 élèves, il n'y en a pas beaucoup. Il y a moins de 20%, il y a moins de 30% dans le secondaire et beaucoup moins dans le primaire. Donc c'est un ratio, quand je dis 70%. Qu'à cela ne tienne,
vous avez raison, il faudrait que nous arrivions à des chiffres beaucoup plus intéressants pour un établissement. Et un rythme normal pour tous les élèves. Nous avons dit tout à l'heure que ça va se résoudre par les constructions, mais aussi par une mise en cohérence avec l'enseignement technique et professionnel. Il y a trop d'élèves, et la formation professionnelle, il y a trop d'élèves dans l'enseignement général qui devraient être orientés dans l'enseignement technique et professionnel et dans la formation professionnelle. Et là-bas, il y a de la place. Même monsieur le ministre, vous savez que la population scolaire augmente. Une dernière question, monsieur Fridolin, chaque année. Un rythme de 7% par an. Est-ce que l'État ne doit pas tenir compte ou ne peut pas tenir compte de cette évolution, de cette dynamique de la population étudiante pour prévoir les constructions scolaires, bien entendu, au lieu de réagir par à coup. Bien entendu, nous sommes maintenant armés pour cela parce que nous avons maintenant l'annuaire statistique qui nous permet d'avoir en temps réel des données sur chaque établissement, annuaire statistique qui a été fait dans le cadre d'un partenariat avec l'UNESCO. Donc nous avons en temps réel la situation. Nous avons les commissions des cadres scolaires qui ont eu lieu, nous avons des données sur les dynamiques démographiques, mais Monsieur V, c'est bien de dire qu'il y a des zones où la tendance est à l'augmentation au niveau des effectifs, mais il y a des zones où la tendance est à la diminution, voire à la fermeture de certains établissements. Donc, il faut mettre de la fermeture des villages. Donc, c'est une question d'aménagement du territoire et l'éducation nationale n'est que un peu le réceptacle de l'aménagement du territoire, de l'exode rural qui conduit à déserter les villages. Merci, monsieur Fridolin Messa. Je n'ai pas posé de question. Il a assuré que le dialogue social il est permanent et il se passe bien avec vous. C'est ce qui va se passer malheureusement dans vos officines, permettez de le dire. On va malheureusement fermer cette émission. Mais avant, monsieur le ministre, est-ce que vous avez, comme on l'a posé au Premier ministre, le sentiment d'avoir adressé le bon message, d'avoir convaincu vos compatriotes? Auquel cas, on vous donne encore quelques secondes face caméra pour finalement conclure votre passage d'en face à vous. C'est la population qui va juger de ce que j'ai pu les convaincre ou la convaincre ou pas. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes à un tournant de notre système éducatif. Notre système éducatif pose des problèmes, mais il a aussi des acquis. Et là, je veux saluer l'enseignement primaire du Gabon qui a été primé. Il y a eu une évaluation des systèmes éducatifs africains au Sénégal cette année au mois de décembre, une évaluation internationale. Et pour le primaire, en mathématiques, le Gabon est sorti deuxième devant le Sénégal, devant la Côte d'Ivoire, et d'autres pays, et en français premier. Et les enseignants sont sortis deuxième. Je pense qu'il faut le rappeler. Ça, c'est au niveau du primaire. Nous avons des acquis, nous devons pouvoir faire mieux. Et pourquoi on arrive à ces résultats au niveau du primaire? Parce qu'il y a un corps qui travaille, un corps d'inspecteurs qui travaille, un corps de conseillers qui travaille. Et puis, on a déjà mis en place un certain nombre de réformes, notamment l'approche par compétence. Il faut continuer, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut continuer, il faut arriver à des ratios de 30 à 35 par classe dans les 3 ans, 4 années. Nous allons y arriver. Le processus est irréversible. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous avons fait la même chose depuis plusieurs dizaines d'années avec le résultat que ça a donné. Il faudrait que les parents comprennent que c'est dans l'intérêt des enfants, que l'État a pris le problème à bras le corps, que nous avons un système de bourse qui était devenu vicieux, nous essayons de le rendre vertueux, et tout ce que nous faisons, c'est pour le bénéfice des enfants. Dans quelques années, pas très lointaines, nous allons voir les résultats de cette politique volontariste inspirée par le président de la République et mise en œuvre par le Premier ministre dans le cadre du gouvernement. Voilà qui est dit. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur Fridolin Messa, d'avoir été sur ce plateau. Malheureusement, on va le refermer. Vous poursuivrez donc les discussions peut-être au ministère ou dans vos locaux. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro de Face à vous. On se retrouvera prochainement. Bonne soirée et à la prochaine.